Cette émission contient des images qui peuvent choquer. Elle s'adresse à un public averti. Une rencontre fortuite entre un gang de skinheads racistes et des immigrants éthiopiens se conclut par un meurtre. Les skinheads se targuent d'être aux premières lignes d'une guerre raciale. Des centaines de milliers de soldats au service du mouvement pour le pouvoir blanc. Je tabassais régulièrement des gens à cause de leur origine ethnique, de leur orientation sexuelle ou de leurs idées politiques. Et ça me faisait du bien. Ce sont des néo-nazis qui ont recours à une violence extrême et à l'intimidation. Ils ciblent toute personne dont la peau n'est pas blanche ou qui a des convictions différentes des leurs. J'avais du pouvoir, j'avais le contrôle. C'était une drogue. La race était ma religion et ma peau était mon uniforme. Les recruteurs parcourent le pays pour trouver de nouveaux membres. Ils s'intéressent surtout aux jeunes rebelles désillusionnés. Ils me disaient, un jour, les cheveux blonds et les yeux bleus vont disparaître. On misait sur leur peur, leurs angoisses, sur le fait que certains d'entre eux ne parvenaient pas à s'intégrer. Dans ce monde peu connu, l'endoctrinement peut prendre plusieurs formes. Musique raciste, publications, jeux vidéo. C'est un mélange explosif. Il suffit d'une étincelle pour que tout saute. Ils commencent par réchauffer les esprits avec de la musique raciste et de l'alcool. Et je vous garantis qu'après une soirée, un homme noir quelque part aux États-Unis va se faire tabasser, parfois à mort. Portland, en Oregon, le 12 novembre 1988. Un immigrant éthiopien appelé Mulugeta Serra agonise dans la rue, le crâne défoncé par un bâton de baseball. Son agresseur est un homme connu sous le nom de Kenneth Miski. En fuyant la scène du crime, Miski ne laisse planer aucun doute sur les pensées qui l'habitent. Les filles qui étaient dans la voiture nous ont dit qu'à son retour, Miski avait fait entendre 2 fois un rire semblable à celui de Dracula. Miski est membre d'un gang de skinheads racistes connu sous le nom de East Side White Pride, la fierté blanche de l'East Side. Il s'est joint au gang 1 an plus tôt, à l'apogée du mouvement skinhead aux États-Unis. Les premiers groupes de skinheads sont apparus en Angleterre au cours des années 1960. Au milieu des années 1980, ils sont devenus un mouvement mondial. Lorsque Miski se joint à East Side White Pride, il y a plus de 5000 skinheads néo-nazis aux États-Unis. Les membres sont connus pour leur violence et leur uniforme inspire la frayeur. Ils se rasent les cheveux, portent des bottes Doc Martens et des bretelles rouges. Et leur corps est tatoué de croix gammées et de symboles suprémacistes blancs. Ils sont le nouveau visage de la haine aux États-Unis. Des néo-nazis qui croient que leur race est supérieure à toutes les autres. Quand on observe l'évolution et l'histoire du monde, tous les pays où vivent des gens de couleur sont le tiers-monde. Ce sont des êtres primitifs. Martin Cox est skinhead depuis plus de 25 ans. Il croit que les non-blancs représentent une menace pour sa race. Quand les gens se mêlent à d'autres races, les blancs disparaissent. C'est le résultat final. On essaie d'inciter les blancs à garder notre race vivante. Tim Zoll a passé 15 années de sa vie à recruter des jeunes pour le mouvement. Il dit que certains skinheads racistes sont prêts à faire n'importe quoi pour préserver leur race. Même meurtre est justifié s'il est commis au nom de la race blanche. Et il y a des gens qui n'hésitent pas une seconde à le faire. Au début, le gang East Side White Pride de Portland est sans véritable leader. Jusqu'au jour où Dave Mazzella fait son apparition. Mazzella est recruteur pour la White Aryan Resistance, ou WAR, une organisation nationale qui milite pour la suprématie blanche. WAR s'intéresse tout particulièrement aux gangs de skinheads, croyant qu'ils pourraient être d'excellents soldats pour la cause raciste. Sous la direction de Mazzella, la haine des minorités s'intensifie chez les membres de East Side White Pride.
Il abordait un individu, il lui ordonnait de se coucher par terre et de baiser ses bottes, puis il le tabassait et lui faisait un boot party. Le violent boot party est la marque distinctive des skinheads. Un des plus brillants élèves de Mazella dans le gang Eastside White Pride est un jeune homme de 23 ans, Ken Death Miskey. Il était le plus âgé du groupe et probablement aussi le plus fort. C'était un leader. Miskey a mérité son surnom Death sur la scène death metal de Portland, où il était le chanteur principal d'un populaire groupe appelé Machine. Le 12 novembre 1988, Mazella, Miskey et les autres membres de Eastside White Pride passent la journée au centre-ville de Portland, où ils distribuent des dépliants racistes. Comme la plupart des sorties du gang, c'est aussi une occasion de boire. À la fin de la soirée, Ken Miskey et deux autres membres du gang, Steve Strasser et Kyle Brewster, s'entassent dans une voiture avec leurs copines pour rentrer chez eux. En tournant sur la 31e rue Sud-Est, ils aperçoivent une voiture devant eux. Lors de l'interrogatoire, Steve Strasser a déclaré qu'avant de tourner, il savait qu'il y avait des Noirs dans cette voiture. Les skinheads placent leur voiture en face de l'autre véhicule, dans lequel se trouvent deux immigrants éthiopiens. Un troisième, Mulugeta Serra, vient de sortir de la voiture et se dirige vers son appartement. Des paroles ont été échangées, des injures raciales ont été lancées, ils se sont fait des doigts d'honneur. Mulugeta Serra, que ses amis connaissent comme un homme pacifique, demande à tout le monde de se calmer. C'est peine perdue. Les skinheads sortent de leur voiture. Ken Miskey se précipite vers la voiture des Éthiopiens en brandissant un bâton de baseball. Il a fracassé la vitre et les feux arrière. Pendant que Miskey démolit la voiture, Strasser et Brewster commencent à se bagarrer avec les amis de Serra. Lorsque Mulugeta tente d'intervenir, Ken Miskey lui assène un coup de bâton. Miskey s'est dirigé vers lui et, selon les témoins, il a placé le bâton à l'horizontale avant de le lui abattre sur le crâne, ce qui a causé une fracture très grave à l'arrière de la tête. Mulugeta est tombé. Mais les skinheads n'ont pas terminé. Alors que Serra gît sur le sol impuissant, Steve Strasser commence à le frapper avec ses bottes à embout d'acier. Miskey lui assène ensuite les coups fatals. Miskey s'est placé au-dessus de lui et l'a frappé au moins 2 fois, comme s'il avait bûché du bois. Des témoins ont cru entendre 2 ou 3 coups de feu, mais c'était le bruit que faisait le bâton de baseball en frappant le crâne de Mulugeta sur l'asphalte. Mulugeta Serra, qui avait demandé à tout le monde de se calmer quelques minutes plus tôt, est maintenant étendu sur le sol, mortellement blessé. Miskey et les autres skinheads prennent la fuite. Plus tard au cours de la soirée, Serra succombe à ses blessures. Le meurtre brutal de Mulugeta Serra attire l'attention dans les médias américains. L'incident sème l'émoi dans tout le pays. Les gangs de skinheads racistes sont de plus en plus nombreux et leurs crimes haineux se multiplient. La population était indignée. Il y a eu des manifestations. Les citoyens de Portland étaient gênés de ce qui s'était produit. Mais le drame de Portland n'est qu'un signe annonciateur. Les skinheads vont prendre de l'assurance et continuer à répandre leur message de haine et de violence dans tout le pays. Los Angeles, en 1981. La scène punk rock et sa violente culture du mosh pit contribuent malgré elle au succès des skinheads américains. À cette époque, le punk rock n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il n'avait rien à voir avec le petit punk rocker du dimanche que maman amène à un concert en Mercedes-Benz en lui recommandant d'être gentil et en lui promettant de revenir le chercher à minuit. On était des vrais punk rockers. J'avais des épingles de sûreté dans les joues et des lames de rasoir dans mes bottes. À 19 ans, Tim Zoll est fasciné par les skinheads qui font leur apparition dans les boîtes punk rock de Los Angeles. Les premiers skinheads que j'ai vus étaient videurs dans une boîte de nuit. Ils étaient les fiers à bras de la place. Et tout le monde se tenait à une distance respectueuse. Ce respect me fascinait. C'était évidemment de la peur. Dès qu'une occasion se présente, Zoll se joint à un gang de skinheads. Pendant ce temps, un autre jeune, Matthew Boger, tente de survivre dans les rues de Los Angeles.
Quand j'avais 13 ans, j'ai annoncé à ma famille que j'étais gay. La réaction de ma mère a été de fourrer mes vêtements dans un sac et de me flanquer à la rue. C'est la dernière fois que j'ai vu les membres de ma famille. Boger dort dans un parc avec d'autres adolescents sans abri. Chaque fois qu'il voit Zoll et ses amis, ils gardent leur distance. On savait à quoi ils ressemblaient et on savait qu'ils étaient dangereux. Un soir du mois de mars 1981, Tim Zoll et un groupe d'amis sortent d'une boîte de nuit. Gonflés à bloc, ils cherchent la bagarre. Ils trouvent un groupe de victimes potentielles un peu plus loin dans la rue. Parmi elles se trouve Matthew Boger. On les a vus venir. Ils étaient très bruyants. Plutôt que de dire « Regardez donc ces homos » ou quelque chose du genre, ils se sont arrêtés, ils se sont retournés, ils ont dit « Hé, regardez les PD! On tue les PD !» Boger et ses amis se sauvent en courant vers une ruelle voisine. Zoll et son groupe les poursuivent. J'étais terrifié, j'avais peur qu'ils me rattrapent. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Ils m'ont rattrapé. Plusieurs skinheads entourent Boger pendant que Zoll empoigne une autre victime. Les skinheads se montrent impitoyables. Ils ont commencé à me frapper à coups de poing et à coups de pied. Je suis tombé, je me suis roulé en boule. Je ne pensais qu'à une seule chose. C'est ici que ma vie va se terminer. Zoll constate que ses amis faisaient un boot party à Boger. Il se joint à eux. La dernière chose dont je me souviens, c'est de les avoir regardés comme pour dire « S'il vous plaît, arrêtez ». Il a levé la tête, alors j'ai dit « Ça ne va pas les gars, vous avez oublié comment faire ». Je lui ai flanqué un coup de pied sur la tête et il a perdu conscience. Je suis resté étendu dans cette ruelle pendant je ne sais combien de temps, avant de reprendre conscience. En ouvrant les yeux, j'ai vu qu'il y avait du sang tout autour de moi et sur mon corps. Zoll et son groupe ont disparu. Boger retourne au parc en chancelant. Comme il se méfie de la police, il n'ose pas rapporter l'incident. Au moment de l'agression de Matthew Boger en 1980, le mouvement skinhead américain en est encore à ses débuts. Il est né en Grande-Bretagne 15 ans plus tôt. À cette époque, certains jeunes Britanniques de la classe moyenne adoptent un style vestimentaire de bon ton et se décrivent comme des mods. Ils portent d'élégants complets italiens et conduisent des Vespa. Les jeunes de la classe ouvrière ne veulent rien avoir à faire avec ce groupe. Dans certains quartiers de Londres et de Liverpool, c'est devenu une question de fierté pour les gens de la classe ouvrière. Ils se sont opposés aux mods. Les skinheads s'inventent un style rappelant leurs origines col bleu. C'était ce que faisait leur père à l'usine. Ils coupaient leurs cheveux pour éviter qu'ils restent coincés dans les machines. Et ils portaient des bottes à embout d'acier. Quand un objet très lourd leur tombait sur un orteil, ils ne restaient pas handicapés pour la vie. Au début, il n'est pas question de race. Les premiers skinheads se mêlent aux divers groupes qui fréquentent les boîtes de nuit britanniques. Mais la violence est déjà présente. Quand il y a une bagarre ou un affrontement entre les hooligans du soccer, les skinheads y sont souvent mêlés. C'était très macho. Dans le genre, si tu regardes ma copine de trop près, je te casse une bouteille de bière sur la tête. Au cours des années 1970, les skinheads se rapprochent de la scène punk rock britannique. Ils forment leur propre groupe avec des noms comme Cockney Rejects et Four Skins. Leur musique, connue sous le nom de Oi, est un mélange de punk, de sujets intéressant la classe ouvrière et de paroles empreintes de violence. La musique attire de plus en plus de jeunes sur la scène skinhead. Les extrémistes de droite ne tardent pas à s'en rendre compte. Il y avait des groupes britanniques néofascistes influents. Ces groupes ont décelé chez les skinheads un potentiel prometteur. Ils les considéraient, et je cite, comme les troupes d'assaut de la future révolution aryenne. Les groupes néo-nazis qui critiquent l'économie britannique chancelante ont du succès auprès de la culture blanche skinhead. Les nouveaux skinheads racistes commencent à s'en prendre aux immigrants d'Afrique et du Moyen-Orient qu'ils accusent de voler leurs emplois. Des groupes Oi populaires comme Screwdriver commencent à intégrer ce message d'intolérance à leur musique. Ils ont du succès. C'est la naissance du mouvement skinhead raciste. La musique skinhead Oi, qui suit de près le punk rock, traverse l'Atlantique vers l'Amérique à la fin des années 1970. La culture skinhead apparaît ensuite. Cette nouvelle lignée de skinhead américains est de diverses tendances politiques. Certains ne sont pas racistes, mais ce sont les skinheads néo-nazis racistes, enclins à la violence, qui deviennent le plus souvent associés à cette culture.
Ces premiers skinheads ne réussissent pas à impressionner la vieille garde du mouvement pour le pouvoir blanc. La plupart de ces mouvements, comme le Ku Klux Klan et la National Alliance, voient les skinheads comme des adolescents désorganisés qui boivent trop. Les membres du clan nous détestaient. Ils nous trouvaient trop cinglés pour eux. La National Alliance ne nous aimait pas. Elle aurait voulu qu'on soit moins marginaux et on n'était pas intéressés. Un homme se montre cependant plus perspicace. Tom Metzger, le fondateur de WAR, la White Aryan Resistance, croit qu'il pourrait utiliser la rage des skinheads à ses fins. C'étaient des jeunes de la classe ouvrière blanche. Ils étaient perturbés, ils étaient tatoués et tout le reste. J'ai pensé qu'ils seraient le groupe idéal pour défendre la classe ouvrière blanche dans ce pays. Metzger croit qu'une guerre raciale se prépare et que les skinheads feraient de parfaits soldats s'ils étaient organisés. Metzger se considère comme un professeur. Il partage ses opinions avec le public à Race and Reason, une émission diffusée sur le câble dans des dizaines de villes américaines. Il envoie des recruteurs pour travailler avec les skinheads et donne de la cohésion à la communauté des gangs racistes américains. Il entreprend de former une force nationale de guerriers aryens, connue sous le nom de Warskins. And so these young people are beginning to come alive and saying, I'm going to have to fight for what's mine. Le message de Metzger est très clair. Les Blancs sont des êtres supérieurs. Et les États-Unis doivent se débarrasser des Noirs, des Juifs, des Hispaniques et des Asiatiques. Il disait qu'il prônait la fierté blanche, mais il suffit de regarder ce qu'il publiait. Les caricatures étaient extrêmement violentes et elles étaient dirigées contre les minorités. C'est une satire, voyons donc. Personne ne va faire la peau à un noir. Même les noirs en riraient. Au milieu des années 1980, des chapitres de Warskins sont formés à travers le pays. Martin Cox est alors le leader des Warskins de la côte ouest. Quand un quartier était identifié comme un territoire des Warskins, il n'y avait pas d'endroit plus agréable à visiter. Si une famille de Noirs emménageait dans une rue, on allait les voir et on leur disait qu'ils n'étaient pas les bienvenus. On disait on ne sera pas responsable de ce qui va se produire, mais il pourrait vous arriver toutes sortes de choses. C'est pourquoi on vous prévient d'avance, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Promoteur dans l'âme, Metzger tire profit de l'intérêt croissant des médias pour les skinheads. La télévision en sensation commençait à avoir du succès à cette époque. Metzger était invité à ses émissions et il amenait de jeunes skinheads. La première fois que j'ai vu Tom Metzger, j'étais tellement emballé que j'ai décidé d'agir. Tim Zoll décide de parler à Metzger. Je lui ai téléphoné, je lui ai dit « Je veux faire quelque chose pour ma race ». Metzger est impressionné. Zoll commence à parcourir la côte ouest pour recruter de nouveaux Warskins. Il est un des nombreux recruteurs que Metzger envoie dans les repères skinheads de tout le pays. Je suis comme Johnny Appleseed. Je sème des graines depuis des décennies. Ces graines poussent et elles vont continuer à pousser. Vous allez probablement voir une révolution ou une guerre civile au cours de votre vie. Ce pays va s'effondrer. Les efforts de Metzger contribuent à la formation de plusieurs nouveaux gangs de skinheads. Aucun de ces gangs n'est plus dangereux et redouté que le Hammerskin Nation, qui étendra éventuellement son influence meurtrière dans le monde entier. Temecula, en Californie, le 17 mars 1999. Un Afro-Américain de 23 ans appelé Randy sera bientôt victime d'un des plus dangereux gangs de skinheads des États-Unis. La Hammerskin Nation. Le gang passe la nuit autour d'un feu de joie pour célébrer la relâche printanière. C'est une occasion de propager son message de haine. En voyant Randy, les Hammerskins décident de mettre en pratique leurs enseignements. Les skinheads le pourchassaient comme une meute de coyotes. Ils beuglaient et proféraient des injures racistes pendant qu'il tentait de leur échapper. À son apogée, la Hammerskin Nation créera 21 chapitres aux États-Unis et revendiquera des filiales dans 11 pays. Le but des Hammerskins est d'avoir les critères les plus élevés de tous les skinheads. TJ Lydon est le 3e plus haut gradé de l'organisation. Ils choisissent les meilleurs éléments des autres gangs de skinheads et les recrutent. Quand on est un Hammerskin, on fait partie de l'élite. En 1999,
un chapitre de Hammerskins commence à s'implanter à Temecula en Californie. Cette ville paisible, nichée dans les contreforts du sud de la Californie, à 135 km de Los Angeles, offre un terrain propice à la formation du gang. Comme tous les chapitres Hammerskins, celui de Temecula a des exigences très strictes pour son recrutement. Toutes les recrues doivent trouver dans le groupe un mentor qui les conseillera pendant 6 mois avant leur initiation. Chaque recrue espère obtenir ses lacets. Pour mériter les lacets blancs, il faut être skinhead. Les lacets rouges signifient qu'on a fait couler le sang de quelqu'un. On est prêt à se battre pour sa race. Les recrues qui sont acceptées dans le gang ont droit à un écusson orné d'un logo représentant un marteau à panne fendue. Certains membres portent aussi l'insigne du gang en guise de tatouage. Tout individu expulsé du groupe qui continue à porter les signes distinctifs du gang s'expose à de graves conséquences. Il y avait un jeune qui s'était fait tatouer un marteau. Ils ont envoyé un membre récupérer son écusson et le gars a décidé de prendre un chalumeau et de brûler le tatouage du jeune sur sa peau. Il l'a ensuite sodomisé avec une queue de billard. Travis Miscam dirige le chapitre des Hammerskins de Temecula. Il est sorti de prison depuis peu, après avoir été condamné en 1997 pour agression armée. Pendant son incarcération, Miscam a appris à faire étalage de ses convictions racistes. Il avait un tatouage d'Hitler sur son épaule. Il avait fait inscrire Skinhead à l'arrière de sa tête. Il avait des tatouages sur son estomac, ses bras, ses jambes. C'était un radical. Les tatouages racistes sont fréquents chez les skinheads. Les symboles nazis, comme les éclairs de la SS, ont de multiples significations. Les éclairs noirs signifient qu'on a tué quelqu'un. Les éclairs rouges sont des éclairs de sang. Ils signifient qu'on a versé du sang pour la race. Les codes alphanumériques sont également populaires. 88 signifie Heil Hitler. La 8e lettre de l'alphabet est H, par conséquent 88 équivaut à HH pour Heil Hitler. Miscam, qui a grandi à Temecula, recrute plusieurs Hammerskins parmi la population locale. Il a commencé à recruter des gens en organisant des soirées de beuverie. Il invitait des jeunes de l'école secondaire qui portaient des vêtements genre skinhead ou qui étaient rejetés par leurs camarades. Dans ces soirées, Miscam fait circuler de la propagande et des CD de musique rock du pouvoir blanc. Selon T.J. Lydon, les méthodes de recrutement de Miscam étaient chose courante chez les Hammerskins. Lydon utilisait des tactiques similaires quand il travaillait pour le gang. Il lui arrivait de provoquer des tensions raciales dans les écoles secondaires afin de recruter de nouveaux membres. J'allais près d'une école et je distribuais des tas de brochures sur la race blanche. Je savais que le lendemain, les élèves noirs, hispaniques et asiatiques allaient blâmer un élève blanc et que les tensions raciales allaient devenir de plus en plus fortes. Lorsque Lydon termine sa distribution, des jeunes viennent le voir et lui demandent de se joindre aux Hammerskins. Des jeunes blancs se faisaient agresser en revenant de l'école. On s'approchait, on freinait brusquement et on pourchassait les agresseurs noirs ou hispaniques. On disait ensuite aux jeunes, « Si tu te comportais comme un blanc fier de sa race, tu n'aurais pas ce genre de problème. » D'autres jeunes voyaient ce qui se passait et venaient nous parler. 2 ou 3 jours plus tard, il y avait 4 ou 5 ados au crâne rasé sur le terrain de l'école. Les cibles les plus faciles sont les jeunes qui ont des problèmes familiaux. Jeremy est un ancien skinhead de la région de San Diego. Il a été attiré dans le mouvement à l'âge de 14 ans. J'ai été manipulé. Ils m'ont dit, on est une famille, on était frères. Plusieurs de ces gars avaient été en prison. Ils avaient des croix gammées partout sur les bras. Quand on est ado, on trouve ça cool. La musique est un autre moyen efficace pour attirer les jeunes dans les gangs de skinhead. C'est de la très bonne musique, mais le message est horrible. Si je vous donne une feuille sur laquelle il y a de la propagande raciste, vous la lirez peut-être une fois. Mais si je vous donne un CD, vous le ferez peut-être jouer 3 ou 4 fois. Les jeunes gardent en tête cette musique rythmée où il est question de haine contre les Juifs et les Noirs, de haine contre un gouvernement corrompu parce qu'il n'est pas blanc.
C'est un outil de propagande incroyable. Martin Cox fait partie du groupe Extreme Hatred du comté d'Orange en Californie. Malgré le nom de son groupe, Cox soutient que la musique de la culture skinhead ne porte pas tant sur la haine que sur la fierté d'être blanc. Je dis levez-vous et soyez fiers de la personne que vous êtes. Et ne vous laissez jamais abattre parce que vous êtes fiers de la personne que vous êtes. Travis Miscam passe plusieurs mois à Temecula où il distribue des CD, organise des soirées de recrutement et jette les bases d'un chapitre de Hammerskins. Le soir du feu de joie, Miscam et ses recrues se rendent au lancement du CD d'un groupe appelé Cattle Cadaver. Cet événement, qui a lieu chez un disquaire local, est capté sur vidéo. Le groupe a commencé à jouer et ça a tout de suite été la pagaille dans le magasin. Le propriétaire a mis fin à la fête en expliquant que ce n'était pas possible. Miscam et ses amis Hammerskins quittent les lieux. Ils se dirigent vers un feu de camp où ils ont l'intention de recruter de nouveaux membres. C'est ici que leur chemin croise celui de Randy, âgé de 23 ans, qui a demandé à taire son nom de famille afin de protéger son identité. Il est le seul Afro-Américain du groupe. Randy et ses copains remarquent que plusieurs personnes semblent être des skinheads. Ils commencent à se sentir mal à l'aise. Randy et ses amis décident de partir. Mais Miscam, qui a passé la soirée à distribuer des cartes d'affaires des Hammerskins à de nouvelles recrues, croit que le jeune Afro-Américain doit servir d'exemple. Un amateur capte sur vidéo le chaos qui s'ensuit. Travis Miscam s'est approché de Randy par derrière et l'a frappé sur la tête avec une bouteille. Randy s'est retourné, il l'a vu et l'a frappé. Une bande de skinheads s'est alors précipitée sur Randy. Randy commence à courir. Il réussit à se rendre jusqu'à sa voiture, poursuivi, selon des témoins, par une trentaine de Hammerskins. Il le poursuivait en criant « Tuez ce nègre, tuez ce nègre !» Il s'est retrouvé coincé entre le coffre de la voiture, la clôture en grillage et les Hammerskins. Ils l'ont roué de coups de poing et de coups de pied en brandissant leurs armes pendant qu'il tentait de se défendre de son mieux. Alors que Randy tente de s'éloigner, quelqu'un lui lacère la peau avec une lame de rasoir. Il court dans l'obscurité, ensanglanté et terrifié, jusqu'à ce qu'il retrouve ses amis. Ils se réfugient dans une maison de ferme, d'où ils appellent la police et font venir une ambulance. Plutôt que de fuir, Travis Miscam et ses disciples Hammerskins retournent au feu de camp pour célébrer l'agression. Les Hammerskins ont été filmés autour du feu, leurs mains levées pour faire le salut nazi en criant « Heil Hitler ». Ils célébraient l'agression qui venait de se produire. C'est typique des crimes commis par les Hammerskins. Ils se mettent à plusieurs pour attaquer un individu seulement parce qu'il appartient à une minorité d'une couleur différente. Puis, ils célèbrent ce qu'ils ont fait comme si c'était un exploit sans précédent. C'est aussi une façon d'épater les jeunes. Ils se disent qu'ils peuvent faire la même chose. La célébration prend fin avec l'arrivée de la police. Les autorités arrêtent plus tard Travis Miscam et 5 autres agresseurs de Randy grâce aux preuves fournies par la vidéo. En mars 2002, Travis Miscam retourne en prison. Il devra purger une peine de 20 ans pour le rôle qu'il a joué dans l'agression. Ses 5 complices écopent de sentences moins sévères. Randy se remet de ses blessures, mais il souffre encore d'un syndrome de stress post-traumatique lié à l'agression. En 2007, il se voit accorder 5,6 millions de dollars à la suite d'un verdict civil rendu contre ses assaillants et leurs familles. Un homme au visage familier assiste au procès de Travis Miscam, le leader de la White Aryan Resistance, Tom Metzger. Metzger dit qu'il est là pour offrir son soutien moral. Metzger connaît bien les salles d'audience. Le meurtre de Mulugeta Serra à Portland, qui a bouleversé le pays 10 ans plus tôt,
a donné lieu à l'inculpation de tous ceux qui ont participé au crime. Même Tom Metzger, qui était à plus de 1600 km au moment du meurtre. Novembre 1988, Portland, en Oregon. Des skinheads racistes du gang Eastside White Pride attaquent un groupe d'immigrants éthiopiens, battant à mort l'un d'eux, Mulugeta Serra. Selon d'anciens skinheads comme TJ Lydon et Tim Zoll, cette agression haineuse n'est pas tellement différente de celle que commettent tous les membres. Je n'ai jamais tué personne, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai poignardé 3 jeunes, j'ai tiré sur des gens, j'ai frappé des personnes au point où elles auraient pu en mourir, mais heureusement, elles ont survécu. J'ai déjà pourchassé une petite fille parce qu'elle était noire. Je n'avais aucune autre raison. Elle vendait des biscuits pour son groupe de Jeannette. Les gars se tordaient de rire. Ils n'avaient jamais rien vu d'aussi drôle. Mais quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que cette petite fille n'oubliera probablement jamais ce que je lui ai fait subir. Le meurtre de Mulugeta Serra fait les manchettes dans tout le pays. Et les autorités de Portland font l'objet de pression pour régler rapidement l'affaire. Cette affaire a exigé un travail énorme, et tous les membres de la division des enquêtes y ont participé. On a organisé des surveillances. Moins de 2 jours plus tard, un informateur nous a fourni des noms. En quelques semaines, les enquêteurs de Portland recueillent assez de preuves pour obliger les 3 agresseurs de Serra à reconnaître leur culpabilité. Ils sont tous condamnés à de longues peines d'emprisonnement. Ken Death Miskey, qui a frappé à mort Serra avec un bâton de baseball, écope de la sentence la plus sévère, 30 ans d'emprisonnement. L'enquête sur le meurtre permet en outre de découvrir que Dave Mazzella, recruteur pour War, formait les membres de Eastside White Pride pour qu'ils s'en prennent aux minorités. Le fondateur de War, Tom Metzger, affirme que si Mazzella encourageait la violence, il ne le faisait pas sous ses ordres. Il savait comment on fonctionnait. On ne se précipitait pas sur les gens pour les tabasser ou quoi que ce soit du genre. La publication de Metzger, The Insurgent, qu'il a décrite comme le journal le plus raciste au monde, est connue pour ses opinions radicales. Ses caricatures montrent des actes de violence contre les minorités. Metzger affirme que son intention est de provoquer la réflexion et non la violence. Je crois en la liberté d'expression totale. Je ne crois pas qu'on devrait interdire aux gens de donner leur opinion. Si j'ai envie de dire nègre, je dis nègre. Ils ont aussi le droit de s'en prendre à moi. Mais il ferait mieux de bien y penser. TJ Lydon dit qu'il a appris une bonne partie de son idéologie raciste dans The Insurgent, et que quelles que soient les intentions de Metzger, les textes publiés provoquent plus qu'une simple réflexion. Quand on était violent et qu'on agressait des gens, son journal en parlait. Alors on voulait être encore plus violent, encore plus controversé et encore plus hostile. The Insurgent est lu et distribué dans tout le pays par des gangs de skinheads racistes. Ces textes incendiaires contribuent à alimenter une culture déjà explosive. Certains gangs commencent à rechercher des minorités qu'ils pourraient attaquer. Ils partent à la chasse. Ils prennent leur voiture et ils essaient de trouver un noir, un hispanique, un asiatique, n'importe qui. Ils arrêtent la voiture, ils le tabassent et lui volent son portefeuille. À l'émission Race and Reason, Metzger décrit souvent les skinheads comme des guerriers qui combattent pour la protection de leur race. The number one issue is race, and religion has absolutely nothing to do with what I'm involved in. But the main thing is race is my religion. That's right. And that's the number one. J'ai commencé à voir des ennemis partout. Ça pouvait être un couple mixte, un individu qui me semblait être un homosexuel, un juif, un communiste ou qui que ce soit. La première chose qui me venait à l'esprit était « c'est un ennemi et l'ennemi doit être éliminé ». Les propos tenus par Metzger incitent le Southern Poverty Law Center, une organisation qui surveille les groupes haineux, à croire qu'il doit être tenu partiellement responsable du meurtre de Mulugeta Serra. En 1990, l'organisation intente une poursuite de plusieurs millions de dollars contre War au nom de la famille Serra. La poursuite soutient que par sa propagande raciste et son agent Dave Mazzella, Metzger a incité à commettre ce meurtre. Morris Dees a mené la poursuite.
On peut bien dire que c'est de la liberté d'expression, et ça peut en être, mais quand un individu décide de mettre ses enseignements en pratique, cela devient de l'incitation à la violence. L'atmosphère est tendue lorsque la cause de Metzger débute le 8 octobre 1990 à Portland, en Oregon. Des mesures de sécurité sont prises et des manifestants des deux côtés se retrouvent à l'extérieur du palais de justice. Metzger, qui affirme ne pas avoir les moyens de s'offrir les services d'un avocat, se défend lui-même. Morris Dees dépose en preuve certains aspects particulièrement violents de la propagande de Metzger. Il affirme que Metzger est le grand Manitou des skinheads en les incitant à commettre d'innombrables actes de violence. Ces gens ont dit que j'étais le parrain des skinheads, et ils rejetaient automatiquement tout ce que je disais. C'était une vraie farce. La preuve la plus accablante est le témoignage de l'ancien protégé de Metzger, Dave Mazzella. We care for what's going on in this society, and we're going to fight for it. And, you know, a lot of us will go to jail for it. Mazzella est devenu un formateur dans l'enquête sur le meurtre de Sarah. Les skinheads le considèrent maintenant comme un paria. Now, David, while you were in Portland, did you teach and direct East Side White Pride members to commit violent acts against blacks and other minorities in the Portland area? Yes, I did several times. Le jury se prononce contre Metzger et accorde à la famille Sarah 12,5 millions de dollars. À l'époque, c'est la plus importante compensation jamais accordée par un tribunal civil en Oregon. La maison de Metzger est saisie ainsi que la plupart des profits provenant de la vente des publications et vidéocassettes de War. Après cela, il est devenu l'ombre de lui-même. Même s'il est ruiné, Metzger affirme que son travail pour le pouvoir blanc reste inchangé. Le lendemain de mon retour à Portland, en Oregon, j'étais de nouveau en selle. J'ai publié un journal le mois suivant. J'ai rétabli mes lignes téléphoniques. On ne se bat pas pour l'argent. On se bat pour une cause. Mais il ne fait aucun doute que l'influence de Metzger est réduite. Une des conséquences de la poursuite a été qu'il s'est dissocié de tous les gangs portant le nom Warskins. Je ne vais pas être tenu responsable de ce qu'ils font. Les Warskins, c'est terminé. Le pouvoir affaibli de Metzger porte un dur coup au mouvement skinhead néo-nazi, mais ne met aucunement fin à ses activités. Avec l'avènement du 21e siècle, de nouvelles technologies lui offrent de plus en plus de débouchés pour étendre son influence. Le jeu s'appelle Ethnic Cleansing, nettoyage ethnique. De la propagande raciste présentée aux enfants dans un emballage attrayant. Le joueur peut tenir le rôle d'un membre du Ku Klux Klan ou d'un skinhead. Le but est de tuer le plus grand nombre de personnes appartenant à des minorités. Ethnic Cleansing est vendu par Resistance Records, un des plus importants distributeurs de rock haineux aux États-Unis. Il est la propriété de la National Alliance qui milite pour la suprématie blanche. Pendant 30 ans, la National Alliance a été le plus important groupe haineux aux États-Unis. C'était une organisation très sérieuse. Son fondateur, William Pierce, était un vrai nazi, un national-socialiste. Les skinheads sont les principaux clients de Resistance Records. Les revenus provenant des CD et des jeux vidéo haineux comme Ethnic Cleansing génèrent des millions de dollars pour la National Alliance. Ces groupes ont vraiment pris leur envol lorsque la musique raciste est devenue populaire. Aux États-Unis et en Europe, la droite radicale a compris qu'elle pouvait amasser beaucoup d'argent en exploitant ce filon. Des organisations comme la National Alliance ont des liens avec certains extrémistes américains particulièrement dangereux. Le fondateur de la National Alliance, William Pierce, est l'auteur de Turner Diaries, une œuvre que Timothy McVeigh a décrit comme une source d'inspiration pour l'attentat d'Oklahoma City. La rapidité et l'accessibilité de l'Internet sont aussi une aubaine pour les recruteurs skinhead qui veulent atteindre les jeunes. Les jeunes téléchargent des MP3 et se baladent en écoutant la musique sur leur iPod. Le mouvement raciste évolue rapidement. Les jeunes deviennent accros à la musique et sont parfois attirés par les gangs de skinhead. Un adolescent commence parfois à explorer cet univers en écoutant de la musique sur l'Internet. Mais le moment de vérité se produit le jour où il quitte la maison de ses parents pour assister à un concert skinhead. C'est à ce moment que les jeunes ont un vrai contact et souvent
Ils sont entraînés dans ce milieu. Le recrutement par le biais de l'Internet apporte du sang neuf au mouvement. Mais certains skinheads irréductibles n'ont jamais connu d'autre vie. J'élevais mes garçons pour en faire des nationalistes blancs, des skinheads. Il suffit de regarder la photo, ils ont le profil idéal, même la coupe de cheveux. Aujourd'hui, je commence à voir des jeunes de cette deuxième génération de skinheads. Ils ont 16 ou 18 ans et ils sont en train de devenir de vrais durs. Ils feraient n'importe quoi. Ils vendent de la drogue, ils font du trafic d'armes et ils sont prêts à commettre des meurtres parce qu'ils ont été élevés de cette façon. Mais les gamins révoltés qui deviennent des skinheads ne restent pas toujours révoltés à l'âge adulte. TJ Lydon consacre sa vie à réparer le mal qu'il estime avoir fait. Lydon a fondé une organisation, Straight Talk. Il visite diverses régions du pays pour mettre en garde les jeunes et les forces de l'ordre contre le danger que représentent les gangs de skinheads racistes. Ce sont les enfants de TJ qui ont été la cause de ce revirement. On regardait une émission pour enfants intitulée Gullah Gullah Island. Mon fils aîné, qui avait 3 ans à l'époque, est entré dans le salon, il a vu ce qui était montré à la télévision et il a dit « Papa, on ne regarde pas d'émissions avec des nègres ici ». Je suis resté sur le sofa à regarder jouer mes enfants et j'ai commencé à me demander ce qu'ils allaient devenir plus tard. Ce n'était pas très joli. Son travail fait de lui un homme dont la tête est mise à prix. Les Western Hammerskins ont affiché un avis d'extermination sur leur site web. Le message dit à tous les membres des Hammerskins et à tous les skinheads, si vous voulez vous imposer, tuez TJ et on vous respectera. Tim Zoll a aussi abandonné la vie de gang. Il dénonce maintenant le mouvement skinhead raciste en travaillant pour le musée de la tolérance de Los Angeles. Par un hasard du destin, une des anciennes victimes de Zoll, Matthew Boger, travaille aussi à cet endroit. Un jour qu'ils mangent ensemble, ils commencent à discuter de leur passé. Zoll décide alors de raconter le moment où ses amis et lui ont attaqué un groupe de jeunes gays 20 ans auparavant. Je lui ai demandé, sais-tu qui est assis devant toi? J'ai répondu, je le sais depuis 5 minutes. Quelque chose me disait que tu étais une de ces personnes que j'avais laissées baignant dans son sang dans la ruelle. Boger quitte la table, doutant de pouvoir pardonner à Zoll. Mais 2 semaines plus tard, le destin les réunit de nouveau, cette fois dans une salle de classe où ils doivent parler des crimes haineux. J'expliquais aux enfants qu'ils devaient être prudents, car une décision, prise en une fraction de seconde, pourrait affecter le reste de leur vie ou enlever la vie de quelqu'un. J'ai ensuite ajouté, et savez-vous quoi? Cet homme a déjà été victime d'un de mes crimes haineux. En passant, je suis désolé, mec. Je le haïssais depuis 2 semaines et voilà qu'il présentait des excuses pour ce qu'il avait fait. Je ne savais plus trop quoi faire, car il avait l'air sincère. Il était sincère, je le voyais dans ses yeux. Boger pardonne finalement à Zoll. Ils travaillent maintenant ensemble et parlent aux jeunes de tolérance et de pardon. Ils sont devenus amis. Les skinheads et d'autres partisans de la droite radicale tentent maintenant d'étendre leur influence en s'intéressant aux questions politiques qui font l'actualité. Le sujet de l'heure concerne les individus à la peau sombre qui entrent au pays illégalement. Chaque sondage indique que 3 Américains sur 4 estiment que quelque chose doit être fait au sujet de l'immigration. Les skinheads assurent une présence régulière aux assemblées anti-immigration qui se tiennent partout au pays. Ils propagent un message de haine. Je considère que c'est un acte de guerre. Ils envahissent notre pays et le détruisent. La seule façon d'arrêter ces gens est de commencer à tirer sur eux. Ils cesseront alors de venir dans ce pays. Tom Metzger travaille toujours au sein du mouvement suprémaciste blanc et continue à croire qu'une guerre raciale se prépare. Il affirme que plusieurs skinheads des années 1980 sont maintenant entrés dans la clandestinité et attendent le moment où on fera appel à eux. On a placé de nombreux skinheads dans des postes stratégiques. Les gens du système risquent d'avoir de la difficulté à dormir. Quand ils auront une botte sur la nuque, le bâton de baseball de Ken Miski leur semblera aussi léger qu'une plume. Perspicace. Tom Metzger, le fondateur de WAR, la White Aryan Resistance, croit qu'il pourrait utiliser la rage des skinheads à ses fins. C'étaient des jeunes de la classe ouvrière blanche. Ils étaient perturbés, ils étaient tatoués et tout le reste.
J'ai pensé qu'il serait le groupe idéal pour défendre la classe ouvrière blanche dans ce pays. Metzger croit qu'une guerre raciale se prépare et que les skinheads feraient de parfaits soldats s'ils étaient organisés. Metzger se considère comme un professeur. Il partage ses opinions avec le public à Race and Reason, une émission diffusée sur le câble dans des dizaines de villes américaines. Il envoie des recruteurs pour travailler avec les skinheads et donne de la cohésion à la communauté des gangs racistes américains. Il entreprend de former une force nationale de guerriers aryens, connue sous le nom de Warskins. And so these young people are beginning to come alive and saying, I'm going to have to fight for what's mine. Le message de Metzger est très clair. Les Blancs sont des êtres supérieurs. Et les États-Unis doivent se débarrasser des Noirs, des Juifs, des Hispaniques et des Asiatiques. Il disait qu'il prônait la fierté blanche, mais il suffit de regarder ce qu'il publiait. Les caricatures étaient extrêmement violentes et elles étaient dirigées contre les minorités. C'est une satire, voyons donc. Personne ne va faire la peau à un noir. Même les noirs en riraient. Au milieu des années 1980, des chapitres de Warskins sont formés à travers le pays. Martin Cox est alors le leader des Warskins de la côte ouest. Quand un quartier était identifié comme un territoire des Warskins, il n'y avait pas d'endroit plus agréable à visiter. Si une famille de Noirs emménageait dans une rue, on allait les voir et on leur disait qu'ils n'étaient pas les bienvenus. On disait on ne sera pas responsable de ce qui va se produire, mais il pourrait vous arriver toutes sortes de choses. C'est pourquoi on vous prévient d'avance, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Promoteur dans l'âme, Metzger tire profit de l'intérêt croissant des médias pour les skinheads. La télévision sensation commençait à avoir du succès à cette époque. Metzger était invité à ses émissions et il amenait de jeunes skinheads. La première fois que j'ai vu Tom Metzger, j'étais tellement emballé que j'ai décidé d'agir. Tim Zoll décide de parler à Metzger. Je lui ai téléphoné, je lui ai dit « Je veux faire quelque chose pour ma race ». Metzger est impressionné. Zoll commence à parcourir la côte ouest pour recruter de nouveaux Warskins. Il est un des nombreux recruteurs que Metzger envoie dans les repères skinheads de tout le pays. Je suis comme Johnny Appleseed. Je sème des graines depuis des décennies. Ces graines poussent et elles vont continuer à pousser. Vous allez Ils forment leur propre groupe avec des noms comme Cockney Rejects et Four Skins. Leur musique, connue sous le nom de Oi, est un mélange de punk, de sujets intéressant la classe ouvrière et de paroles empreintes de violence. La musique attire de plus en plus de jeunes sur la scène skinhead. Les extrémistes de droite ne tardent pas à s'en rendre compte. Il y avait des groupes britanniques néofascistes influents. Ces groupes ont décelé chez les skinheads un potentiel prometteur. Ils les considéraient, et je cite, comme les troupes d'assaut de la future révolution aryenne. Les groupes néo-nazis qui critiquent l'économie britannique chancelante ont du succès auprès de la culture blanche skinhead. Les nouveaux skinheads racistes commencent à s'en prendre aux immigrants d'Afrique et du Moyen-Orient qu'ils accusent de voler leurs emplois. Des groupes Oi populaires comme Screwdriver commencent à intégrer ce message d'intolérance à leur musique. Ils ont du succès. C'est la naissance du mouvement skinhead raciste. La musique skinhead Oi, qui suit de près le punk rock, traverse l'Atlantique vers l'Amérique à la fin des années 1970. La culture skinhead apparaît ensuite. Cette nouvelle lignée de skinhead américains est de diverses tendances politiques. Certains ne sont pas racistes, mais ce sont les skinheads néo-nazis racistes, enclins à la violence, qui deviennent le plus souvent associés à cette culture. Ces premiers skinheads ne réussissent pas à impressionner la vieille garde du mouvement pour le pouvoir blanc. La plupart de ces mouvements, comme le Ku Klux Klan et la National Alliance, voient les skinheads comme des adolescents désorganisés qui boivent trop. Les membres du Klan nous détestaient. Ils nous trouvaient trop cinglés pour eux. La National Alliance ne nous aimait pas. Elle aurait voulu qu'on soit moins marginaux et on n'était pas intéressés. Un homme se montre cependant plus perspicace. Tom Metzger, le fondateur de WAR, la White Aryan Resistance, croit qu'il pourrait utiliser la rage des skinheads à ses fins. C'étaient des jeunes de la classe ouvrière blanche.
Ils étaient perturbés, ils étaient tatoués et tout le reste. J'ai pensé qu'ils seraient le groupe idéal pour défendre la classe ouvrière blanche dans ce pays. Metzger croit qu'une guerre raciale se prépare et que les skinheads feraient de parfaits soldats s'ils étaient organisés. Metzger se considère comme un professeur. Il partage ses opinions avec le public à Race and Reason, une émission diffusée sur le câble dans des dizaines de villes américaines. Il envoie des recruteurs pour travailler avec les skinheads et donne de la cohésion à la communauté des gangs racistes américains. Il entreprend de former une force nationale de guerriers aryens, connue sous le nom de Warskins. En reste inchangé. Le lendemain de mon retour à Portland, en Oregon, j'étais de nouveau en selle. J'ai publié un journal le mois suivant. J'ai rétabli mes lignes téléphoniques. On ne se bat pas pour l'argent. On se bat pour une cause. Mais il ne fait aucun doute que l'influence de Metzger est réduite. Une des conséquences de la poursuite a été qu'il s'est dissocié de tous les gangs portant le nom Warskins. Je ne vais pas être tenu responsable de ce qu'ils font. Les Warskins, c'est terminé. Le pouvoir affaibli de Metzger porte un dur coup au mouvement skinhead néo-nazi, mais ne met aucunement fin à ses activités. Avec l'avènement du 21e siècle, de nouvelles technologies lui offrent de plus en plus de débouchés pour étendre son influence. Le jeu s'appelle Ethnic Cleansing, nettoyage ethnique. De la propagande raciste présentée aux enfants dans un emballage attrayant. Le joueur peut tenir le rôle d'un membre du Ku Klux Klan ou d'un skinhead. Le but est de tuer le plus grand nombre de personnes appartenant à des minorités. Ethnic Cleansing est vendu par Resistance Records, un des plus importants distributeurs de rock haineux aux États-Unis. Il est la propriété de la National Alliance qui milite pour la suprématie blanche. Pendant 30 ans, la National Alliance a été le plus important groupe haineux aux États-Unis. C'était une organisation très sérieuse. Son fondateur, William Pierce, était un vrai nazi, un national-socialiste. Les skinheads sont les principaux clients de Resistance Records. Les revenus provenant des CD et des jeux vidéo haineux comme Ethnic Cleansing génèrent des millions de dollars pour la National Alliance. Ces groupes ont vraiment pris leur envol lorsque la musique raciste est devenue populaire. Aux États-Unis et en Europe, la droite radicale a compris qu'elle pouvait amasser beaucoup d'argent en exploitant ce filon. Des organisations comme la National Alliance ont des liens avec certains extrémistes américains particulièrement dangereux. Le fondateur de la National Alliance, William Pierce, est l'auteur de Turner Diaries, une œuvre que Timothy McVeigh a décrit comme une source d'inspiration pour l'attentat d'Oklahoma City. La rapidité et l'accessibilité de l'Internet sont aussi une aubaine pour les recruteurs skinhead qui veulent atteindre les jeunes. Les jeunes téléchargent des MP3 et se baladent en écoutant la musique sur leur iPod. Le mouvement raciste évolue rapidement. Les jeunes deviennent accros à la musique et sont parfois attirés par les gangs de skinhead. Un adolescent commence parfois à explorer cet univers en écoutant de la musique sur l'Internet. Mais le moment de vérité se produit le jour où il quitte la maison de ses parents pour assister à un concert skinhead. C'est à ce moment que les jeunes ont un vrai contact. Et souvent, ils sont entraînés pour faire le salut nazi en criant « Heil Hitler ». Ils célébraient l'agression qui venait de se produire. C'est typique des crimes commis par les Hammerskins. Ils se mettent à plusieurs pour attaquer un individu seulement parce qu'il appartient à une minorité d'une couleur différente. Puis, ils célèbrent ce qu'ils ont fait comme si c'était un exploit sans précédent. C'est aussi une façon d'épater les jeunes. Ils se disent qu'ils peuvent faire la même chose. La célébration prend fin avec l'arrivée de la police. Les autorités arrêtent plus tard Travis Miscam et 5 autres agresseurs de Randy grâce aux preuves fournies par la vidéo. En mars 2002, Travis Miscam retourne en prison. Il devra purger une peine de 20 ans pour le rôle qu'il a joué dans l'agression. Ses 5 complices écopent de sentences moins sévères. Randy se remet de ses blessures, mais il souffre encore d'un syndrome de stress post-traumatique lié à l'agression. En 2007, il se voit accorder 5,6 millions de dollars
à la suite d'un verdict civil rendu contre ses assaillants et leurs familles. Un homme au visage familier assiste au procès de Travis Miscam, le leader de la White Aryan Resistance, Tom Metzger. Metzger dit qu'il est là pour offrir son soutien moral. Metzger connaît bien les salles d'audience. Le meurtre de Mulugeta Serra à Portland, qui a bouleversé le pays 10 ans plus tôt, a donné lieu à l'inculpation de tous ceux qui ont participé au crime. Même Tom Metzger, qui était à plus de 1600 km au moment du meurtre. Novembre 1988, Portland, en Oregon. Des skinheads racistes du gang Eastside White Pride attaquent un groupe d'immigrants éthiopiens, battant à mort l'un d'eux, Mulugeta Serra. Selon d'anciens skinheads comme TJ Lydon et Tim Zoll, cette agression haineuse n'est pas tellement différente de celle que commettent tous les membres. Je n'ai jamais tué personne, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai poignardé 3 jeunes, j'ai tiré sur des gens, j'ai frappé des personnes au point où elles auraient pu en mourir, mais heureusement, elles ont survécu. J'ai déjà pourchassé une petite fille parce qu'elle était noire. Je n'avais aucune autre raison. Elle vendait des biscuits pour son groupe de Jeannette. Les gars se tordaient de rire. Ils n'avaient jamais rien vu d'aussi drôle. Mais quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que cette petite fille n'oubliera probablement jamais ce que je lui ai fait subir. Le meurtre de Mulugeta Serra fait les manchettes dans tout le pays. Et les autorités de Portland font l'objet de pression pour régler rapidement l'affaire. Cette affaire a exigé un travail énorme. Et tous les... La musique est un autre moyen efficace pour attirer les jeunes dans les gangs de skinheads. C'est de la très bonne musique, mais le message est horrible. Si je vous donne une feuille sur laquelle il y a de la propagande raciste, vous la lirez peut-être une fois. Mais si je vous donne un CD, vous le ferez peut-être jouer 3 ou 4 fois. Les jeunes gardent en tête cette musique rythmée où il est question de haine contre les Juifs et les Noirs, de haine contre un gouvernement corrompu parce qu'il n'est pas blanc. C'est un outil de propagande incroyable. Martin Cox fait partie du groupe Extreme Hatred du comté d'Orange en Californie. Malgré le nom de son groupe, Cox soutient que la musique de la culture skinhead ne porte pas tant sur la haine que sur la fierté d'être blanc. Je dis levez-vous et soyez fiers de la personne que vous êtes. Et ne vous laissez jamais abattre parce que vous êtes fiers de la personne que vous êtes. Travis Miscam passe plusieurs mois à Temecula où il distribue des CD, organise des soirées de recrutement et jette les bases d'un chapitre de Hammerskins. Le soir du feu de joie, Miscam et ses recrues se rendent au lancement du CD d'un groupe appelé Cattle Cadaver. Cet événement, qui a lieu chez un disquaire local, est capté sur vidéo. Le groupe a commencé à jouer et ça a tout de suite été la pagaille dans le magasin. Le propriétaire a mis fin à la fête en expliquant que ce n'était pas possible. Miscam et ses amis Hammerskins quittent les lieux. Ils se dirigent vers un feu de camp où ils ont l'intention de recruter de nouveaux membres. C'est ici que leur chemin croise celui de Randy, âgé de 23 ans, qui a demandé à taire son nom de famille afin de protéger son identité. Il est le seul Afro-Américain du groupe. Randy et ses copains remarquent que plusieurs personnes semblent être des skinheads. Ils commencent à se sentir mal à l'aise. Randy et ses amis décident de partir. Mais Miscam, qui a passé la soirée à distribuer des cartes d'affaires des Hammerskins à de nouvelles recrues, croit que le jeune Afro-Américain doit servir d'exemple. Un amateur capte sur vidéo le chaos qui s'ensuit. Travis Miscam s'est approché de Randy par derrière et l'a frappé sur la tête avec une bouteille. Randy s'est retourné, il l'a vu et l'a frappé. Une bande de skinheads s'est alors précipitée sur Randy. Randy, prometteur. Il les considérait, et je cite, comme les troupes d'assaut de la future révolution aryenne.
Les groupes néo-nazis qui critiquent l'économie britannique chancelante ont du succès auprès de la culture blanche skinhead. Les nouveaux skinheads racistes commencent à s'en prendre aux immigrants d'Afrique et du Moyen-Orient qu'ils accusent de voler leurs emplois. Des groupes oi populaires comme Screwdriver commencent à intégrer ce message d'intolérance à leur musique. Ils ont du succès. C'est la naissance du mouvement skinhead raciste. La musique skinhead oi, qui suit de près le punk rock, traverse l'Atlantique vers l'Amérique à la fin des années 1970. La culture skinhead apparaît ensuite. Cette nouvelle lignée de skinhead américains est de diverses tendances politiques. Certains ne sont pas racistes, mais ce sont les skinheads néo-nazis racistes, enclins à la violence, qui deviennent le plus souvent associés à cette culture. Ces premiers skinheads ne réussissent pas à impressionner la vieille garde du mouvement pour le pouvoir blanc. La plupart de ces mouvements, comme le Ku Klux Klan et la National Alliance, voient les skinheads comme des adolescents désorganisés qui boivent trop. Les membres du clan nous détestaient. Ils nous trouvaient trop cinglés pour eux. La National Alliance ne nous aimait pas. Elle aurait voulu qu'on soit moins marginaux et on n'était pas intéressés. Un homme se montre cependant plus perspicace. Tom Metzger, le fondateur de WAR, la White Aryan Resistance, croit qu'il pourrait utiliser la rage des skinheads à ses fins. C'étaient des jeunes de la classe ouvrière blanche. Ils étaient perturbés, ils étaient tatoués et tout le reste. J'ai pensé qu'ils seraient le groupe idéal pour défendre la classe ouvrière blanche dans ce pays. Metzger croit qu'une guerre raciale se prépare et que les skinheads feraient de parfaits soldats s'ils étaient organisés. Metzger se considère comme un professeur. Il partage ses opinions avec le public à Race and Reason, une émission diffusée sur le câble dans des dizaines de villes américaines. Il envoie des recruteurs pour travailler avec les skinheads et donne de la cohésion à la communauté des gangs racistes américains. Il entreprend de former une force nationale de guerriers aryens, connue sous le nom de Warskins. And so these young people are beginning to come alive and saying, I'm going to have to fight for what's mine. Le message de Metzger est très clair. Les Blancs sont des êtres supérieurs. Et les États-Unis doivent se débarrasser des Noirs, des Juifs, des Hispaniques et des Asiatiques. Il disait qu'il prônait la fierté blanche, mais il suffit de regarder ce qu'il publiait. Les caricatures étaient extrêmement violentes et elles étaient dirigées contre les minorités. En 2007, il se voit accorder 5,6 millions de dollars à la suite d'un verdict civil rendu contre ses assaillants et leurs familles. Un homme au visage familier assiste au procès de Travis Miscam, le leader de la White Aryan Resistance, Tom Metzger. Metzger dit qu'il est là pour offrir son soutien moral. Metzger connaît bien les salles d'audience. Le meurtre de Mulugeta Serra à Portland, qui a bouleversé le pays 10 ans plus tôt, a donné lieu à l'inculpation de tous ceux qui ont participé au crime. Même Tom Metzger, qui était à plus de 1600 km au moment du meurtre. Novembre 1988, Portland, en Oregon. Des skinheads racistes du gang Eastside White Pride attaquent un groupe d'immigrants éthiopiens, battant à mort l'un d'eux, Mulugeta Serra. Selon d'anciens skinheads comme TJ Lydon et Tim Zoll, cette agression haineuse n'est pas tellement différente de celle que commettent tous les membres. Je n'ai jamais tué personne, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai poignardé 3 jeunes, j'ai tiré sur des gens, j'ai frappé des personnes au point où elles auraient pu en mourir, mais heureusement, elles ont survécu. J'ai déjà pourchassé une petite fille parce qu'elle était noire. Je n'avais aucune autre raison. Elle vendait des biscuits pour son groupe de Jeannette. Les gars se tordaient de rire. Ils n'avaient jamais rien vu d'aussi drôle. Mais quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que cette petite fille n'oubliera probablement jamais ce que je lui ai fait subir. Le meurtre de Mulugeta Serra fait les manchettes dans tout le pays. Et les autorités de Portland font l'objet de pression pour régler rapidement l'affaire. Cette affaire a exigé un travail énorme. Et tous les membres de la division des enquêtes y ont participé. On a organisé des surveillances. Moins de 2 jours plus tard, un informateur nous a fourni des noms. En quelques semaines,
Les enquêteurs de Portland recueillent assez de preuves pour obliger les 3 agresseurs de Seurat à reconnaître leur culpabilité. Ils sont tous condamnés à de longues peines d'emprisonnement. Ken Death Miskey, qui a frappé à mort Seurat avec un bâton de baseball, écope de la sentence la plus sévère, 30 ans d'emprisonnement. L'enquête sur le meurtre permet en outre de découvrir que Dave Mazzella, recruteur pour War, formait les membres de Eastside White Pride pour qu'ils s'en prennent aux minorités. Le fondateur de War, Tom Metzger, affirme que si Mazzella encourageait la violence, il ne le faisait pas sous ses ordres. Il savait comment on fonctionnait. On ne se précipitait pas sur les gens pour les tabasser ou quoi que ce soit du genre. La publication de Metzger, The Insurgent, qu'il a décrite comme le journal le plus raciste au monde, est connue pour ses opinions radicales. Ses caricatures montrent des actes de violence contre les minorités. Metzger affirme que les jeunes ont un vrai contact, et souvent, ils sont entraînés dans ce milieu. Le recrutement par le biais de l'Internet apporte du sang neuf au mouvement. Mais certains skinheads irréductibles n'ont jamais connu d'autre vie. J'élevais mes garçons pour en faire des nationalistes blancs, des skinheads. Il suffit de regarder la photo, ils ont le profil idéal, même la coupe de cheveux. Aujourd'hui, je commence à voir des jeunes de cette 2e génération de skinheads. Ils ont 16 ou 18 ans et ils sont en train de devenir de vrais durs. Ils feraient n'importe quoi. Ils vendent de la drogue, ils font du trafic d'armes et ils sont prêts à commettre des meurtres parce qu'ils ont été élevés de cette façon. Mais les gamins révoltés qui deviennent des skinheads ne restent pas toujours révoltés à l'âge adulte. T.J. Lydon consacre sa vie à réparer le mal qu'il estime avoir fait. Lydon a fondé une organisation, Straight Talk. Il visite diverses régions du pays pour mettre en garde les jeunes et les forces de l'ordre contre le danger que représentent les gangs de skinheads racistes. Ce sont les enfants de TJ qui ont été la cause de ce revirement. On regardait une émission pour enfants intitulée Gullah Gullah Island. Mon fils aîné, qui avait 3 ans à l'époque, est entré dans le salon. Il a vu ce qui était montré à la télévision et il a dit « Papa, on ne regarde pas d'émissions avec des nègres ici. » Je suis resté sur le sofa à regarder jouer mes enfants et j'ai commencé à me demander ce qu'ils allaient devenir plus tard. Ce n'était pas très joli. Son travail fait de lui un homme dont la tête est mise à prix. Les Western Hammerskins ont affiché un avis d'extermination sur leur site web. Le message dit à tous les membres des Hammerskins et à tous les skinheads, « Si vous voulez vous imposer, tuez TJ et on vous respectera. » Tim Zoll a aussi abandonné la vie de gang. Il dénonce maintenant le mouvement skinhead raciste en travaillant pour le musée de la tolérance de Los Angeles. Par un hasard du destin, une des anciennes victimes de Zoll, Matthew Boger, travaille aussi à cet endroit. Un jour qu'ils mangent ensemble, ils commencent à discuter de leur passé. Zoll décide alors de raconter le moment où ses amis et lui ont attaqué un groupe de jeunes gays 20 ans auparavant. Je lui ai demandé, sais-tu qui est assis devant toi? J'ai répondu, je le sais depuis 5 minutes. Quelque chose me disait que tu étais une de ces personnes que j'avais laissées baignant dans son sang dans la ruelle. Boger quitte la table, doutant de pouvoir pardonner à Zoll. Mais 2 semaines plus tard, le destin les réunit de nouveau, cette fois dans une salle de classe où ils doivent parler des crimes haineux. J'expliquais aux enfants qu'ils devaient être prudents, car une décision, prise en une fraction de seconde, pourrait affecter le reste de leur vie ou enlever la vie de quelqu'un. J'ai ensuite ajouté, et savez-vous quoi? Cet homme a déjà été à réparer le mal qu'il estime avoir fait. Lydon a fondé une organisation, Straight Talk. Il visite diverses régions du pays pour mettre en garde les jeunes et les forces de l'ordre contre le danger que représentent les gangs de skinheads racistes. Ce sont les enfants de TJ qui ont été la cause de ce revirement. On regardait une émission pour enfants intitulée Gullah Gullah Island. Mon fils aîné, qui avait 3 ans à l'époque, est entré dans le salon. Il a vu ce qui était montré à la télévision et il a dit « Papa, on ne regarde pas d'émissions avec des nègres ici. » Je suis resté sur le sofa à regarder jouer mes enfants et j'ai commencé à me demander ce qu'ils allaient devenir plus tard. Ce n'était pas très joli. Son travail fait de lui un homme dont la tête est mise à prix. Les Western Hammerskins ont affiché un avis d'extermination sur leur site web. Le message dit à tous les membres des Hammerskins et à tous les skinheads, « Si vous voulez vous imposer, tuez TJ et on vous respectera. » Tim Zoll a aussi abandonné la vie de gang. Il dénonce maintenant le mouvement skinhead raciste en travaillant pour le musée de la tolérance de Los Angeles.
Par un hasard du destin, une des anciennes victimes de Zoll, Matthew Boger, travaille aussi à cet endroit. Un jour qu'ils mangent ensemble, ils commencent à discuter de leur passé. Zoll décide alors de raconter le moment où ses amis et lui ont attaqué un groupe de jeunes gays 20 ans auparavant. Je lui ai demandé, sais-tu qui est assis devant toi? J'ai répondu, je le sais depuis 5 minutes. Quelque chose me disait que tu étais une de ces personnes que j'avais laissées baignant dans son sang dans la ruelle. Boger quitte la table, doutant de pouvoir pardonner à Zoll. Mais 2 semaines plus tard, le destin les réunit de nouveau, cette fois dans une salle de classe où ils doivent parler des crimes haineux. J'expliquais aux enfants qu'ils devaient être prudents, car une décision, prise en une fraction de seconde, pourrait affecter le reste de leur vie ou enlever la vie de quelqu'un. J'ai ensuite ajouté, et savez-vous quoi? Cet homme a déjà été victime d'un de mes crimes haineux. En passant, je suis désolé, mec. Je le haïssais depuis 2 semaines et voilà qu'il présentait des excuses pour ce qu'il avait fait. Je ne savais plus trop quoi faire, car il avait l'air sincère. Il était sincère, je le voyais dans ses yeux. Boger pardonne finalement à Zoll. Ils travaillent maintenant ensemble et parlent aux jeunes de tolérance et de pardon. Ils sont devenus amis. Les skinheads et d'autres partisans de la droite radicale tentent maintenant d'étendre leur influence en s'intéressant aux questions politiques qui font l'actualité. Le sujet de l'heure concerne les individus à la peau sombre qui entrent au pays illégalement. Chaque sondage indique que 3 Américains sur 4 estiment que quelque chose doit être fait au sujet de l'immigration. Les skinheads assurent en 60. Au milieu des années 1980, ils sont devenus un mouvement mondial. Lorsque Miski se joint à Eastside White Pride, il y a plus de 5000 skinheads néo-nazis aux États-Unis. Les membres sont connus pour leur violence et leur uniforme inspire la frayeur. Ils se rasent les cheveux, portent des bottes Doc Martens et des bretelles rouges. Et leur corps est tatoué de croix gammées et de symboles suprémacistes blancs. Ils sont le nouveau visage de la haine aux États-Unis. Des néo-nazis qui croient que leur race est supérieure à toutes les autres. Quand on observe l'évolution et l'histoire du monde, tous les pays où vivent des gens de couleur sont le tiers-monde. Ce sont des êtres primitifs. Martin Cox est skinhead depuis plus de 25 ans. Il croit que les non-blancs représentent une menace pour sa race. Quand les gens se mêlent à d'autres races, les blancs disparaissent. C'est le résultat final. On essaie d'inciter les Blancs à garder notre race vivante. Tim Zoll a passé 15 années de sa vie à recruter des jeunes pour le mouvement. Il dit que certains skinheads racistes sont prêts à faire n'importe quoi pour préserver leur race. Même meurtre est justifié s'il est commis au nom de la race blanche. Et il y a des gens qui n'hésitent pas une seconde à le faire. Au début, le gang Eastside White Pride de Portland est sans véritable leader. Jusqu'au jour où Dave Mazzella fait son apparition. Mazzella est recruteur pour la White Aryan Resistance, ou WAR, une organisation nationale qui milite pour la suprématie blanche. WAR s'intéresse tout particulièrement aux gangs de skinheads, croyant qu'ils pourraient être d'excellents soldats pour la cause raciste. Sous la direction de Mazzella, la haine des minorités s'intensifie chez les membres de Eastside White Pride. Il abordait un individu, il lui ordonnait de se coucher par terre et de baiser ses bottes, puis il le tabassait et lui faisait un boot party. Le violent boot party est la marque distinctive des skinheads. Un des plus brillants élèves de Mazzella dans le gang Eastside White Pride est un jeune homme de 23 ans, Kenneth Miski. Il était le plus âgé du groupe et probablement aussi le plus fort. C'était un leader. Miski a mérité son surnom Death sur la scène death metal de Portland, où il était le chanteur principal d'un populaire groupe appelé Machine. Le 12 novembre 1988, Mazzella, Miski et les autres membres de Eastside White Pride passent la journée au centre-ville de Portland, où ils distribuent des dépliants racistes.